Bonjour à tous. Je vous remercie de participer donc à ce troisième rendez-vous de l'alternance, avec l'entreprise, Soprasteria. L'Institut Aniti donc, de recherche en intelligence artificielle, évidemment fait de la recherche, mais, promeut aussi et la formation initiale et l'alternance dans la mesure où c'est un projet qui est copiloté par, l'enseignement supérieur, mais aussi par un certain nombre de grandes entreprises partenaires dont Soprasteria fait partie. Donc les rendez-vous de l'alternance ont vocation à mettre en relation, les entreprises et les étudiants qui sont à la recherche, d'une entreprise pour pouvoir, poursuivre leur cursus de formation. Donc aujourd'hui, nous accueillons, Soprasteria, avec Aurélie Péot qui est donc senior manager, chez Sopra qui nous présentera le vertical aeroline, et différents projets portés par Soprasteria sur le site de Toulouse et Jean-Claude Lebec qui est doctorant chez Soprasteria, donc qui nous présentera son sujet de thèse en lien avec l'intelligence artificielle bien évidemment, mais aussi, le sujet, du recrutement en alternance, qui est en cours à ce stade chez Soprasteria. Donc l'idée, c'est qu'il y ait donc les deux présentations. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous mettre un petit mot dans l'onglet, conversation, dans le chat. Je vous donnerai la parole, le moment, venu sur, pour que vous puissiez poser votre question et puis, n'hésitez pas, hein, bien évidemment à intervenir à travers, le chat. Donc Aurélie, je vous propose de démarrer cette présentation, à travers donc le vertical aeroline de Soprasteria. Très bien. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Donc on va commencer par une présentation de Soprasteria et puis ensuite je laisserai la parole à Jean-Claude qui parlera de ses travaux, et d'un sujet d'alternance que nous avons, chez nous. Alors celui-ci a été pourvu, mais c'est pour vous donner un exemple parce que nous sommes en pleine campagne d'alternance, donc voilà, n'hésitez pas du coup à si vous êtes intéressé à vous rapprocher de Jean-Claude et de moi à l'issue de la présentation. Tu peux donc moi, quelques mots sur moi. Je suis donc chef de projet, manager, chez Soprasteria. En cursus pro, voilà, j'ai travaillé 7 ans, pour Airbus, donc en sous-traitance, validation fonctionnelle, support utilisateur, documents de maintenance, tête sur avion, donc principalement métier, puisque j'ai effectivement une formation, aéro et je suis passée par l'ENAC, l'École d'aviation civile. Et donc après, j'ai rejoint Soprasteria, depuis 8 ans, donc l'agence ATM, Air Traffic Management, où là, je suis passée sur de la recherche appliquée, donc suivi de tests CIFRE, dont Jean-Claude aujourd'hui, mais nous avions, d'autres doctorants précédemment. Le programme César, qui est un gros programme de recherche dans le traffic management à l'échelle européenne, et puis des projets contrôle aérien, planification amont, donc pareil, on rejoint le métier et puis toute cette découverte de la recherche appliquée, voilà, de ce monde-là. Un mot alors sur Soprasteria. Donc Soprasteria est une des sociétés, ce qu'on dit les entreprises des services numériques ou ESN. Donc c'est un groupe européen dans le sens où nous sommes implantés dans différents, pays en rouge, hein, sur la carte, donc principalement en Europe, mais on a également en Inde. On a environ donc 47 000 collaborateurs en tout dans le monde, dans 30 pays. Donc, modèle indépendant dans le sens où effectivement le PDG, enfin pardon, le président de Soprasteria est son fondateur, encore aujourd'hui. Même si la société est cotée en bourse, donc voilà, il y a quand même cette idée d'avoir ce groupe «familial» entre guillemets. Culture d'entrepreneur, nous sommes invités effectivement régulièrement à proposer des innovations. D'ailleurs, en ce moment, il y a les Innovation Awards internes à Soprasteria où les collaborateurs peuvent proposer des sujets d'innovation qui peuvent ensuite être portés par le groupe financé et puis aboutir à quelque chose. Un groupe centré sur l'humain, donc avec voilà, tout un système RH qui permet d'encadrer, d'accompagner, le recrutement, mais après, au-delà surtout, la construction de la carrière et puis bien sûr, partenaire de confiance, centré vers ses clients, puisque c'est quand même, notre métier, société de services informatiques prestataires, donc pour, de nombreux domaines et groupes qui arriveront dans les pages précédentes.
Donc en France, c'est quand même là où nous avons une grosse majorité des effectifs, donc un peu moins de 20 000 au 31/12/21, sachant que nous sommes en forte processus de recrutement, ensuite finalement à 2 années Covid, où les recrutements ont été un petit peu ralentis. Donc là, c'est pour vous montrer que nous sommes à peu près partout en France, sur 60 sites. Jean-Claude et moi faisons partie de Toulouse, qui est le plus gros site régional. Donc, bien sûr, le plus gros site, c'est d'abord Paris. En région, c'est ensuite Toulouse, où nous sommes près de 3000 collaborateurs. Nos clients, là, c'est la vision globale. Donc, comme je l'ai dit, c'est des services informatiques. Donc, ça recouvre vraiment tout, depuis les applications que vous utilisez au quotidien, l'IA, bien sûr, puisqu'on cherche à apporter cette intelligence prédictive, etc., pour automatiser, par exemple, les services de nos clients. Donc, on va couvrir de grands groupes. Alors, nous, à Toulouse, c'est très aéro, comme Airbus, le ministère de l'Aviation civile, dont on fait partie. Mais sinon, on a aussi une grosse expertise bancaire avec BNP, Crédit Agricole, principalement sur Paris. Également les énergies, EDF, Engie, les télécoms avec Orange, on l'a également sur Toulouse, et puis transport, SNCF, Safran, Thales, Crédit Mutuel. Voilà. Donc là, il y a vraiment tous les grands groupes, bien sûr la distribution, Auchan, le e-commerce notamment. Voilà, donc pour ces groupes-là, on développe tous leurs services informatiques, comme je vous l'ai dit, donc tout ce qui leur permet de à la fois fonctionner en interne, mais de fonctionner avec leurs propres clients à eux. L'offre ATM, alors n'ayez pas peur de la slide, hein, c'est simplement, elle est assez complète, mais je vais vous la commenter. Nous avons en fait notre offre Air Traffic Management, donc c'est déjà 20 ans d'expertise, donc ça fait à peu près 20 ans qu'on travaille pour le domaine du trafic aérien. Qu'est-ce que c'est le trafic aérien? C'est tout simplement, principalement, le travail des contrôleurs aériens. Donc quand les avions sont en vol, leur fournir les outils informatiques et les systèmes informatiques qui vont leur permettre de faire leur travail, qui est d'assurer la sécurité des avions, donc s'assurer qu'ils ne volent pas trop près les uns des autres, globalement. Si on peut résumer, ce serait essentiellement ça. 150 collaborateurs qui travaillent pour la DSNA, donc ça c'est la direction des services de la navigation aérienne, donc française, et Eurocontrol. Eurocontrol, c'est l'instance européenne de réglementation du contrôle aérien. Donc en fait, toutes les demandes, on va dire, de trafic européen passent d'abord par Eurocontrol et sont ensuite dispatchés sur les différents pays. Donc pour nous, la DSNA, et puis pour les autres pays, leur département similaire. Tout ça pour réguler le trafic aérien au niveau de l'Europe, puisqu'à une époque, avant le Covid, on avait quand même beaucoup plus de demandes de trafic que de capacités possibles. Donc, il y avait tout un système pour s'assurer que chaque vol puisse quand même à peu près partir à l'heure, dans l'idéal, dans les bonnes conditions. Et donc là, il y a gérer les gros pics de trafic, comme par exemple la période estivale. Pour ce faire, on a 3 principaux secteurs d'activité, donc ce qu'on appelle l'engineering. Donc là, c'est la transformation de les systèmes ATM pour porter finalement le travail des contrôleurs. Donc nous, on va travailler sur les postes de contrôleurs aériens. Donc vous imaginez peut-être, vous avez en tête le radar en fait, où on voit les avions. Voilà, c'est un peu ces écrans-là qu'on développe, qu'on maintient. Alors pas tout seul, hein, il y a Thales par exemple qui en fait beaucoup, mais nous apportons une expertise métier là-dessus, sur le test, la validation, le déploiement. Donc voilà, les systèmes aussi d'entraînement pour les contrôleurs aériens. Quand ils ne sont pas en salle, ils doivent s'entraîner sur du trafic. Donc il y a tout aussi ce rejeu de trafic. Donc voilà, ça c'est pour toute la partie engineering. Le build and run, là, c'est quand nous prenons en fait la main sur, depuis l'expertise métier, et qu'on propose une solution clé en main pour porter un service. Donc là, on est vraiment on construit vraiment les briques d'une architecture qui va ensuite porter les systèmes. Donc là, ça peut être les systèmes, par exemple, chez Eurocontrol, Air Traffic Flow, Capacity Management, c'est tous les systèmes qui, par exemple, enregistrent les demandes de plans de vol des compagnies aériennes et vont les dispatcher. Donc, tous ces systèmes-là existent, il faut les maintenir, il faut aussi les transformer, puisque souvent on a des technologies un peu obsolètes qu'il faut désormais transformer. Donc, quand on dit transformer, on parle de cloud principalement, mais aussi tout l'aspect automatisation dont je vous ai parlé, qui inclut l'IA et le RPA. En espérant que tout ce que je vous dis vous parle, il ne faut pas hésiter sinon. Et enfin, le dernier, c'est ce qu'on appelle le ConOps orienté plateforme data. Donc ça, c'est tout ce qui est mise en place de plateformes pour générer la data,
Donc bien sûr, on pense au data lake, data hub, mais pas que, on a aussi toute la data. Donc tout ce qui est data, c'est toutes les informations, en fait, toutes les données qu'un système a besoin d'échanger avec un autre système pour que l'utilisateur puisse les afficher sur son écran. Et donc pour ça, on a besoin de plateformes qui sont capables d'agréger toutes ces données. Et on est dans un monde où la donnée est de plus en plus présente, de plus en plus importante, avec des gros data centers. Donc, il faut aussi des plateformes qui soient capables de gérer tout ça. Donc là, il y a tout ce qui est big data, bien sûr. Et puis derrière, il y a toute la valorisation de la data. Donc ça, c'est plus la data science. Tout ça pour adresser l'USpace et tout ça. Et enfin, le dernier qui est transverse à tout cela, c'est les méthodes de travail qu'on apporte à nos clients. Donc tout ce qui est agilité, tout ce qui est management visuel, tout ce qui est lean, safe. Donc safe, c'est l'agilité à l'échelle. Et tout ce qui est aussi transformation human resources. Et pour finir, je ferai un focus, tu peux passer sur la suite, Jean-Claude, sur l'expertise IA avec quelques exemples pour que ça vous parle un petit peu plus de ce qu'on fait. Donc là, c'est l'expertise IA portée par l'agence Air Traffic Aérien, donc 150 collaborateurs, dont Jean-Claude et moi-même, à Toulouse, basée à Toulouse, avec un petit peu de personnes travaillant pour Bruxelles, et qui sont quand même basées à Toulouse. Et donc, dans ce secteur-là, on fait de l'IA, on a quelques projets en cours. Donc, par exemple, EVA, qui est un générateur de trafic aérien basé sur de l'apprentissage, en l'occurrence les AMAS. On a également RICA, qui est un système de reconnaissance automatique pour faire des tests visuels automatiques, donc qui, lui, est basé sur du deep learning, il me semble. Et toute une bibliothèque, bien sûr, de reconnaissance visuelle. On Isabar et Dacus, qui sont des projets européens, donc on fait avec nos partenaires européens, sur lesquels on a apporté dans les deux cas une expertise IA pour, dans certains cas, prédire le comportement des compagnies aériennes vis-à-vis, par exemple, d'un orage qui arrive sur leur route, donc comment elles vont modifier leur trajectoire. Il faut le prévoir à l'avance pour avoir plus de capacité en fait, pour le prendre en charge et mieux. Et Dacus, c'est tout ce qui est drone. Donc, l'arrivée des drones dans l'espace urbain pour les livraisons, pour tout ce genre de choses, un jour, il faut que ça arrive. Les drones, vous le savez, n'ont pas de pilote à bord. Donc, ça implique tout un système automatisé qui soit capable de détecter les obstacles, de se détecter entre eux, de communiquer aussi à tout un système pour gérer la capacité de faire voler ces drones et la demande, combien de drones veulent voler. Donc là, c'est pareil, on a mis en place de la prédiction pour imaginer et créer un trafic à horizon 2050 en partant de données. Qui veut faire voler quoi? Donc voilà, pouvoir travailler sur ce projet. L'analyse de data, l'optimisation, le langage naturel sont aussi des sujets qu'on aborde. Donc là, il y a la thèse optimisation dans laquelle Jean-Claude va vous parler plus précisément. Il faut savoir qu'une nouvelle thèse est également lancée à Soprasteria. Donc probablement en 2023, on recherche un doctorant si par hasard vous avez des connaissances dans votre cercle de personnes qui cherchent une thèse sur des techniques d'automatisation de rédaction de documentation technique aéronautique, donc effectivement, principalement pour des gens comme Airbus. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, on a le sujet plus en détail. Et bien sûr, on adresse le big data, la data gouvernance, la data architecture, là pour mettre en place les plateformes dont je vous ai parlé. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai été à peu près claire par rapport à, surtout en termes de langage. On est habitué effectivement à utiliser certains termes et vocabulaires dans le monde professionnel et on oublie des fois que tout le monde n'a pas les mêmes clés de lecture. Et laisser la parole à Jean-Claude. Si vous avez des questions dans le chat ou autre, n'hésitez pas. Merci. Merci Aurélie. Moi, je m'appelle Jean-Claude Lebec, je suis doctorant en deuxième année chez Soprasteria. J'ai suivi un parcours logiciel que j'ai effectué à l'ENSET et un Master 2 de recherche opérationnelle en dernière année. Et j'ai commencé cette thèse à l'issue de mon projet de fin d'études. Et mes directeurs de thèse sont Daniel Delahaye, qui est professeur à l'ENAC, et Jaco Hoekstra, qui est professeur au TU Delft, aux Pays-Bas. Je suis encadré par Aurélie Peau et Arkady Rantrua, qui est docteur et chef de projet sur le projet EVA. Donc, avant de vous parler de mon sujet de thèse, je vais commencer par vous parler du processus de recrutement, enfin du processus par lequel je suis passé. Donc, j'ai commencé par un entretien classique pendant lequel j'ai rencontré Aurélie et nous avons discuté du sujet de stage qu'elle proposait. Je me suis présenté, je lui ai présenté mon expérience professionnelle,
Et elle m'a parlé plus en détail du sujet de stage, donc prémisse à la thèse que j'effectue en ce moment, qui portait sur l'affectation statique et la robustesse, pareil, en contexte statique dans les réseaux de transport multimodaux. À l'issue de ce premier entretien, j'ai passé un entretien technique, cette fois-ci avec mon encadrant actuel, le docteur Arcadie Rentruya, pendant lequel nous avons discuté de plusieurs aspects techniques. Il m'a fait passer le test du FizzBuzz. Le FizzBuzz, c'est un petit exercice dans lequel on affiche soit Fizz, soit Buzz, soit FizzBuzz, en fonction de la multiplicité des noms qu'on veut afficher. Et pendant cet entretien technique, nous avons abordé plusieurs aspects techniques comme des aspects de compilation, les langages de programmation que j'aimais, pourquoi est-ce que je les aimais, etc., etc. Et à l'issue de cet entretien technique, j'ai passé un entretien RH pendant lequel on discutait des valeurs de Soprasteria, de mes valeurs et de mon futur post-thèse chez Soprasteria. Donc, mon environnement de travail, je fais partie de l'équipe Anity. L'équipe Anity est essentiellement constituée de moi. Mais cette année, nous avons recruté une nouvelle stagiaire qui s'appelle Laura, qui travaille sur la partie IHM de mon projet. Et donc, elle m'a rejoint dans cette équipe. C'est une équipe de Soprasteria qui est encadrée par Aurélie. Et parce qu'on est dans Soprasteria, nous avons accès à d'autres projets, notamment la practice optimisation, qui est une communauté de personnes qui portent un certain intérêt pour la recherche opérationnelle et l'optimisation en général. Nous nous réunissons à peu près une fois par semaine et pendant ces réunions, nous parlons de plusieurs projets et de nos problèmes respectifs dans nos domaines. Et j'ai aussi accès à la communauté Data Science, pareil, qui regroupe des personnes qui travaillent dans les Data Science. Et pendant ces réunions, nous parlons à peu près de la même chose que pendant les réunions de practice optimisation, mais cette fois-ci, évidemment, centrées sur les Data Science. Sinon, je suis également connecté à l'ENAC parce que mon directeur de thèse y est. Et à l'ENAC, j'ai accès au laboratoire Optim, qui est le laboratoire accès optimisation de l'ENAC. Et c'est un environnement dans lequel je suis en contact avec deux doctorants qui travaillent sur des sujets plus ou moins liés aux miens, ou dans le cas contraire, liés à l'optimisation. J'ai également accès à des travaux, des documents du TU Delft parce que mon co-directeur de thèse y est professeur. Et enfin, c'est une thèse Anity, donc je suis en contact avec d'autres doctorants Anity. Donc mon sujet de thèse, c'est l'optimisation dynamique de la mobilité du passager multimodal. Donc, on a principalement trois thématiques. Une grosse thématique mobilité dans laquelle on va s'intéresser au déplacement des passagers dans des réseaux de transport. Dans un contexte multimodal, c'est-à-dire qu'on va considérer des réseaux de transport dans lesquels on utilise plusieurs modes de déplacement, des voitures, des trains, des avions, des bus. Et enfin, on va faire de l'optimisation. Donc, on va essayer de développer des méthodes, principalement de recherche opérationnelle, donc qui soit sont axés optimisation, soit axés data science, soit axés intelligence artificielle, pour essayer justement d'améliorer les déplacements des passagers dans nos réseaux de transport. Donc, dans mon projet de thèse avec mes directeurs, nous avons identifié deux principaux axes de recherche. Donc, le premier consiste en l'analyse de la vulnérabilité des réseaux de transport. L'analyse des vulnérabilités de transport, c'est un domaine de l'analyse de la vulnérabilité dans lequel on va s'intéresser à identifier les éléments critiques des réseaux de transport. Donc, un réseau de transport, c'est trois choses. C'est en général un graphe orienté, des fonctions coûts qui sont associées à chacun des éléments de ce graphe, donc les nœuds, les arcs, et enfin de la demande, donc des personnes qui veulent se rendre d'un point dans le réseau de transport à un autre point dans le réseau de transport. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est essayer de déterminer les éléments de notre réseau de transport, donc les arcs et les nœuds, qui sont critiques et qui pourraient poser problème en cas de rupture.
Le deuxième axe de recherche, c'est un axe orienté optimisation, où cette fois-ci, nous allons essayer de faire de la modélisation de l'affectation de trafic en contexte dynamique et dans un environnement multimodal, en essayant de prendre en considération plusieurs critères, dont l'environnement, les temps de trajet, les coûts de déplacement, la robustesse. La robustesse qu'on a préalablement étudiée dans le premier axe de recherche. D'ailleurs, nous avons développé un modèle de robustesse qui est axé sur les chemins alternatifs. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est tout au long du trajet d'un utilisateur dans notre réseau de transport, qui peut être découpé en plusieurs étapes, essayer d'avoir à chacune de ces étapes une alternative qui permette à notre passager d'atteindre sa destination finale. Et pour cela, ce que nous allons faire, c'est nous allons utiliser des méthodes dites topologiques pour essayer de proposer en permanence, du coup, à chacune de ces étapes, une alternative pour que notre passager puisse, en cas d'imprévu, se rendre à sa destination finale. Les approches topologiques consistent généralement à faire des modifications structurelles. Donc, on va essayer de rajouter des nœuds ou des arcs dans notre réseau de transport, ou en supprimer des fois, et voir comment ces modifications-là permettent d'améliorer notre métrique de robustesse ou notre affectation de trafic. On va également s'intéresser à essayer de modifier les propriétés de nos arcs ou de nos nœuds et de la même façon, voir quel est l'intérêt de ces modifications sur nos métriques. Et pour améliorer ces deux modèles, donc le modèle de robustesse et le modèle d'optimisation, je vois principalement deux approches. Donc la première dans laquelle nous allons essayer de caractériser les types des passagers. Pourquoi nous faisons ça? Parce qu'en cas de perturbation, la priorité pour atteindre notre destination finale va varier en fait en fonction du type de passager. Par exemple, pour une personne qui serait en déplacement professionnel, il aura peut-être plus intérêt à atteindre sa destination finale plus rapidement que pour un touriste. Et dans un deuxième temps, ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est les temps de calcul. C'est pour ça que nous voulons développer des modèles d'intelligence artificielle, parce qu'en général, en fait, les modèles qui sont développés sur les réseaux de transport sont en complexité exponentielle. Donc, rapidement, on se retrouve bloqué à étudier des réseaux de taille assez faible, parce que les temps de calcul sont beaucoup trop longs. Et justement, ce qui va nous intéresser, ce qui m'intéresse, moi, c'est essayer de simuler ces méthodes de calcul sur des réseaux de transport qui sont très longs par des modèles d'intelligence artificielle qui seraient plus rapides. Et là, j'en reviens aux deux activités que je propose pour cette alternance. Donc, dans un premier temps, ce qui m'intéressait, c'était déterminer les arcs optimaux par des méthodes de machine learning. L'idée, c'est de partir d'un réseau de transport, donc celui que vous avez sur votre gauche, et essayer de voir si une nouvelle connexion entre les nœuds A et le nœud D va permettre d'améliorer soit notre modèle de robustesse, soit notre affectation de trafic. Et pour cela, ce qui va m'intéresser, c'est essayer de calculer un score pour l'arc que j'ai envie de rajouter. Comment je m'y prends? L'idée, c'est de calculer plusieurs métriques sur le réseau de transport, donc le degré, différents coefficients, etc., les utiliser pour entraîner mon modèle d'intelligence artificielle. Et à la fin, moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'essayer de calculer un score qui serait associé à cet arc dans notre réseau de transport pour pouvoir justement classer les différentes possibilités et essayer de déterminer le meilleur arc à rajouter dans mon réseau de transport. La deuxième activité, c'est une activité dans laquelle on va essayer de caractériser le type des passagers. Pour cela, nous allons nous intéresser aux jumeaux numériques. L'idée, c'est de modéliser un jumeau numérique à partir de modèles d'intelligence artificielle qui se comporterait comme le passager réel. Pourquoi nous faisons ça? C'est dans le cadre de la réaffectation, en cas de rupture, essayer de trouver un chemin qui satisfait au mieux le passager en question. Et pour cela, nous allons essayer d'entraîner ce modèle à partir
de données sur le passager, donc l'historique de ses achats de billets de train ou d'avion, et essayer de faire de la prédiction, du coup, sur la probabilité que notre passager aurait eu d'emprunter notre chemin à H, par exemple, pour pouvoir, en cas de rupture, le réaffecter sur le chemin qui convient le mieux, et ça pour tous les passagers dont on a besoin de faire une réaffectation. Donc, je vous remercie pour votre attention, et nous pouvons passer à la partie questions si vous en avez. Mais j'espère qu'il y a des questions. Malgré cette présentation extrêmement complète donc, de Jean-Claude et Aurélie. Donc, sentez-vous libre de poser des questions, quelle que soit d'ailleurs la nature du sujet. J'hésite encore à faire 2 années d'alternance. Donc, est-ce que c'est possible d'en faire que le Master 2 au sein d'Anity, par exemple? Alors, moi, je vais au moins répondre pour Sopra. Moi, j'ai compris la question. À Sopra Steria, ce qu'on fait dans les alternances, c'est qu'on fait un contrat pour l'année de licence. Par contre, on fait un seul contrat pour les 2 années de master. Donc, en tout cas, pour Sopra Steria, en M2 uniquement, c'est pas notre habitude. Voilà, on fait M1 et M2. D'accord. Pour Anity, je ne saurais dire, mais je pense que ça dépend de chaque société. Alors, pour Anity, moi, je suis plus spécialisé sur la formation continue que sur ce type de contrat en formation initiale. Par contre, je sais que c'est rattaché aux établissements, c'est-à-dire qu'Anity, même s'ils portent les doctorants et les thèses pour un certain nombre, ensuite chacun est rattaché à un établissement, une université ou une école d'ingénieurs, et donc ça va dépendre aussi des modalités et des règles qui existent dans ces établissements et ces universités. Je vous invite, si vous avez des questions, à vous signaler avant, ce qui évite que l'on se court-circuite. Alors, nous avons TH qui nous demande est-ce qu'on peut utiliser un système de boîte noire en disant qu'un certain nœud ou zone mettra un certain temps de calcul et de sortie et de calculer la suite du chemin plus rapidement pour optimiser en faisant de la programmation parallèle. Je n'ai rien compris. De ce que j'ai compris, enfin, je vais essayer d'apporter une réponse à ta question. L'idée, c'est, j'imagine, de fragmenter ton réseau de transport et d'essayer d'évaluer chacun de ces fragments pour ensuite faire de la parallélisation. Le problème, c'est que dans le, dans le premier exemple dont je parlais, où je rajoute un arc dans le réseau de transport, on ne sait pas quelle sera l'influence de ce nouvel arc dans les temps de calcul qu'on aura préalablement calculés. Et on ne sait pas quels sont les fragments, si tu veux, qui vont être impactés par l'ajout de ce nouvel arc dans notre réseau de transport. Donc oui, ça aurait été possible si ces fragments se comportaient de façon indépendante et qu'on aurait pu déterminer quels sont justement ces différents fragments qui auraient été impactés par notre nouvel arc. Mais comme ce n'est pas le cas et que l'ajout d'un nouvel arc peut en fait toucher plusieurs fragments, c'est pas possible de faire de la parallélisation. TH, est-ce qu'on a répondu à votre question? Il dit que oui. Je vois une question de Rémi. En fait, si on prend des M2 en alternance, mais uniquement, enfin voilà, si par exemple vous avez fini votre année M1, on prend des M2. Donc du coup, j'ai peut-être mal compris la première question. Soit on prend, en fait, si vous êtes en fin de licence, on prend M1 plus M2. En général, on fait les 2 années. Si par contre vous êtes en fin de M1, on prend que M2, bien sûr. C'est juste généralement, on ne prend pas que M1 tout seul. J'espère que c'est plus clair, Rémi. Avez-vous d'autres questions? Alors, Bouillon Nemo. Bonjour, j'aimerais savoir où se situe l'alternance, car j'habite assez loin de Soprasteria. Alors,
Oh, pardon, allez-y. Non, non, Aurélie, allez-y, dites le site sur Déjà, est-ce que lequel. c'est à Toulouse? Parce qu'en fait, Sopra Steria, vous l'avez vu, est dans beaucoup de villes. Donc en fait, quand vous dites loin, ça dépend où. De quelle ville parle-t-on? Donc de Toulouse. Donc à Sopra Steria, le site, de rattachement est généralement à Colomiers. On en a 2, qui sont à Colomiers, non 3 en fait, qui sont à Colomiers. Donc généralement, c'est un de ces 3 là. Le télétravail est possible à Sopra Steria à hauteur de 2 jours par semaine. Oui, il est possible de faire un peu d'alternance à l'étranger. En l'occurrence, un nouvel alternant qui va nous rejoindre bientôt, aura 12 semaines prévues à l'étranger. Par contre, on ne sait pas encore s'il les fera, déjà avec nous ou pas. C'est peut-être sur un autre sujet. Voilà, donc c'est pas certain quand même qu'en général ce soit fait par la même agence. Par contre, non, du distanciel pendant une bonne partie du temps et passer en présentiel lors des périodes de stage et fin d'études, non. L'alternance, alors si vous voulez faire une alternance à l'étranger, oui, Sopra Steria Allemagne, Espagne pourront peut-être vous prendre en alternance et feront selon leurs conditions. Par contre, si c'est une alternance en France, du coup, la période sera principalement en France avec peut-être quelques semaines à l'étranger, suivant ce que vous avez besoin, mais c'est pas la généralité. Pour les sujets d'alternance, alors, à la limite, envoyez-moi vos CV et peut-être lettre de motivation et moi, je transférerai à mon manager RH qui a une vision globale sur Toulouse. Moi, j'ai que la vision ATM. Je sais pas si j'ai répondu à tout, en vrac. Ça m'a l'air assez complet. Oui. Avez-vous d'autres questions concernant la proposition d'offre en alternance? Alors très, très concrètement, moi je veux postuler pour devenir alternant chez Sopra Steria. Je fais quoi, Aurélie? Donc, vous m'envoyez un CV. Vous pouvez l'envoyer à Jean-Claude aussi, mais vu que son sujet est pourvu, normalement pour lui, c'est bon pour cette année. Vous m'envoyez votre CV, une lettre de motivation ou en tout cas dans le mail, c'est toujours bien pour avoir une idée de ce que vous voulez faire. L'IA est très vaste. Vous avez peut-être des souhaits spécifiques, soit de technologie, soit de domaine, soit de secteur. Il y en a qui veulent par exemple travailler absolument pour Airbus, c'est des choses comme ça, ou Thales. Donc voilà, à partir de là, moi, je serai en mesure de transférer à notre département recrutement spécialisé dans les alternances. Donc, on a une personne pour ça, qui ensuite eh bien, fera circuler le profil dans les différents, enfin, pour les différents besoins et les opérationnels vous contacteront à ce moment-là. Voilà, et nous mettrons sur le site Anity, dans la rubrique rendez-vous de l'alternance, les adresses mail d'Aurélie et de Jean-Claude, Voilà. bien sûr. N'hésitez pas à faire les deux au pire, puisque Jean-Claude connaît la procédure, il l'a lui-même vécu. Et en général, c'est comme l'a vécu Jean-Claude, toujours un opérationnel qui d'abord vous contacte. Donc en l'occurrence, pour Jean-Claude, c'était moi. Voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe et c'est après. Et la RH, on l'a après en général. Alors Jean-Claude, j'ai l'impression qu'il y a une question pour vous. Est-ce que vous utilisez principalement Python en IA ou utilisez-vous d'autres Oui, langages de programmation? oui, en général, j'utilise beaucoup Python. Mais là, j'essaie de passer sur Java également, parce que ce sont principalement les 2 langages que j'utilise au quotidien. Mais oui, j'utilise beaucoup Python. Oui, Python est assez utilisé sur l'IA. Après, nous, par exemple, à l'agence ATM, on fait très peu de développement Python après pour nos clients. Parce qu'en général, on part sur de l'industriel, donc c'est beaucoup plus Java. Ça, c'est pour votre info. Donc, de manière générale, si vous voulez faire de l'IA dans l'industrie, essayez de maîtriser Java. C'est un conseil que je crois que tu as donné ton prof, Jean-Claude, non, Daniel, Oui. et qui est clairement très vrai. Ben, c'est bien pour ça que mon projet en fait utilise 2 langages, donc Java quand j'ai besoin de faire beaucoup d'optimisation et quand j'ai besoin de faire quelques modèles d'IA sur certaines parties. Souvent j'utilise Python parce que c'est beaucoup plus simple au niveau implémentation. Mais si la complexité est un enjeu, là je passe sur Java. Très bien. Avez-vous d'autres questions? Bien.
Peut-être une petite question autour de la journée type, Jean-Claude. C'est quoi votre journée type chez Sopra? Chez Soprasteria, parce que du coup, je suis aussi à l'ENAC, donc je peux vous parler des 2 journées types, du Des coup. deux, oui, oui, bien sûr. Donc, chez Soprasteria, c'est arriver le matin, donc travail jusqu'à la pause café. À la pause café, petite réunion avec d'autres d'autres ingénieurs, d'autres managers, dans lequel on parle de plusieurs sujets, souvent nos travaux respectifs, mais des sujets qui nous sont personnels, extra entreprise. Ensuite, on se remet au travail jusqu'à la pause déjeuner. Et pareil, à la pause déjeuner, c'est la pause café en plus long et un peu plus convivial. Retour au travail jusqu'à la deuxième pause café de l'après-midi et ensuite fin de journée. Et à l'ENAC, c'est à peu près pareil, sauf que plutôt que de discuter avec des ingénieurs ou des managers, là, je suis entouré plutôt de doctorants et de professeurs. Donc, les sujets ne sont pas des projets. Enfin, si, ça reste des projets, mais on parle surtout de méthodes d'optimisation, de présentation, de conférences, de papiers, beaucoup de papiers. Les papiers, c'est des articles scientifiques qu'on a lus, qu'on est en train d'écrire ou qui peuvent nous intéresser. Euh, Avec les doctorants, en ce moment, on est en train d'essayer de monter un café des doctorants. Ce sera un moment convivial le mercredi après-midi à l'ENAC, pendant lequel on pourrait se réunir pendant 1 heure et discuter de nos sujets respectifs, de plein de thématiques autour de la recherche opérationnelle, de l'optimisation, etc., etc. Ou de temps en temps, on pourrait accueillir un professeur qui viendrait nous parler soit d'un de ses papiers, de ses articles scientifiques, donc, ou de ses travaux, qui sont en lien évidemment avec l'optimisation et les thématiques sur lesquelles on travaille. D'accord, oui, donc vous avez quand même un environnement où vous croisez énormément de monde, de natures différentes, selon les lieux et les sujets. Oui, et c'est pas Et plus mal parce que quand on a des problèmes techniques, être à Soprasteria, c'est réconfortant parce que on se dit qu'on aura un ingénieur qui pourra nous aider. Et inversement, à l'ENAC, c'est plutôt quand on a un problème au niveau de nos modèles qu'on est en train de développer. On peut en parler avec d'autres doctorants qui ont fait des choses plus ou moins similaires et ils peuvent nous aider aussi, mais sur un autre aspect du coup du problème. d'accord. Et peut-être un petit mot, Jean-Claude, sur, là, vous êtes en thèse. À l'issue de la thèse, vous imaginez, faire quoi? Déjà, pas de postdoc. J'ai pas spécialement envie de continuer dans la recherche académique. Donc, je pense qu'à l'issue de la thèse, je rejoindrai Soprasteria et je travaillerai sur des sujets d'intelligence artificielle, de data science, d'optimisation, parce que c'est pour ça que j'ai fait une thèse. Et ce sont les sujets qui me parlent et qui me plaisent. Et pourquoi pas dans les années à venir, monter une entreprise. Mais pour le moment, ce n'est qu'un projet et peut-être que, il se concrétisera plus tard. Bien Et sûr. pour rebondir sur ce que dit Jean-Claude, la politique Soprasteria, si bien sûr ça se passe bien, donc Jean-Claude, si ça se passe bien pour toi aussi, on sait pas toi. En fait, à l'issue de tout stage, toute alternance, fin d'études, Soprasteria propose systématiquement un CDI, soit au sein de l'agence ATM, soit au sein des autres agences, parce que simplement, il n'y a pas forcément Par exemple, la stagiaire qui est avec nous fait de l'UX. Dans notre agence, on n'a pas vraiment de UX. Par contre, on a un pôle UX à Soprasteria, et donc, on lui a proposé de rejoindre les effectifs de ce pôle-là. Donc voilà, ça, si ça se passe bien, c'est une politique générale que nous avons. Voilà, c'est Sinon, évidemment. oui, Allez-y, oui, Jean-Claude. il y a une question dans le chat sur la maîtrise de l'anglais. Oui. Donc oui, c'est important de maîtriser l'anglais parce qu'en fait, tous les articles scientifiques sont en anglais. Toutes les conférences sont en anglais. Donc quand on présente nos travaux, il faut le faire en anglais. Et quand on enfin, la plupart des chercheurs communiquent en anglais, donc vaudrait mieux parler l'anglais.
Bon, il Ouais. existe quand même quelques conférences en français, notamment la RODEF, qui est une conférence de recherche opérationnelle purement française dans laquelle on parle en français, mais on peut croiser des interlocuteurs qui font leur présentation en anglais. Donc, l'idéal, c'est vraiment de parler anglais. Et après, donc, nous, sur l'agence ATM, comme on travaille pas mal quand même pour le ministère en français, bien qu'on a effectivement cette chance de pouvoir être très franco-français. Donc, ceux qui ne parlent pas bien anglais ne sont pas trop pénalisés. Mais c'est vrai que dans le monde général, de manière vraiment générale, notamment Eurocontrol, là, l'anglais est sine qua non presque. Alors, on ne demande pas non plus fluent anglais, hein. On demande d'être en mesure de comprendre un papier, d'être en mesure d'avoir une discussion basique en anglais. Voilà. Et bien sûr, ça se travaille et il y en a des formations pour ceux qui en éprouvent le besoin. Y a-t-il d'autres questions parmi les participants? Tout cela vous semble-t-il clair? J'ai l'impression que c'est assez complet. Aurons-nous accès à l'enregistrement de la conférence? A priori, oui, puisque nous enregistrons et donc nous souhaitons, nous, pouvoir le mettre en ligne donc, sur le site de Soprasteria et sur le site Anity dans la rubrique des rendez-vous de l'alternance. Donc, nous pourrons la mettre en ligne dès la fin de cette conférence. Voilà. Avez-vous une dernière question? Le fait de parler plus de langues sera-t-il utile et valorisé? Chez nous, non. C'est vraiment l'anglais qui compte. Les autres langues, après, si vous parlez allemand, Soprasteria Allemagne pourrait vous intéresser, voilà. Mais chez nous, effectivement, non. Ça n'est pas utile en règle générale. Bien. Eh bien, merci TH. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce troisième rendez-vous de l'alternance donc avec Soprasteria. Vous retrouvez toutes les informations sur le site Anity, rubrique rendez-vous de l'alternance. Et nous accueillerons normalement le 30 juin Actia Automotive, qui nous fera aussi une présentation donc à travers un alternant et aussi ses activités sur son site toulousain. Je vous tiendrai informé de ces éléments. Donc je remercie Jean-Claude et Aurélie pour ces présentations extrêmement complètes. Et donc je vous souhaite bon vent dans vos recherches d'alternance. Merci à tous. À bientôt, très bon après-midi. Merci beaucoup. Merci à tous.